Bonjour à tous. La pandémie de Covid-19 se poursuit et le confinement a vocation à durer encore. Cette situation très exceptionnelle a un impact très important sur les contrats de la commande publique. Pour certains d'entre eux, la poursuite de l'exécution n'est plus possible, soit parce que le maître d'ouvrage, l'acheteur, a décidé de renoncer à faire appel au titulaire, soit parce que le titulaire n'est plus en mesure de respecter ses obligations, faute de matières premières, faute d'approvisionnement, faute de main-d'œuvre. Pour d'autres, l'exécution se poursuit mais dans des conditions dégradées, là encore pour de multiples raisons, défaillance de co-traitants, de sous-traitants, encombrement de serveurs informatiques ou tout simplement manque de personnel. Le confinement est ainsi à l'origine de difficultés qui ont pour effet soit de renchérir le coût du contrat, soit d'en différer l'exécution, soit de rendre cette exécution totalement impossible. Ce contexte est évidemment à l'origine d'inquiétudes, tant pour les acheteurs que pour les titulaires, qui s'interrogent sur les modalités de règlement de cette crise dans le cadre des différents contrats. Avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur la nécessité de rechercher des solutions, d'abord dans le contrat, dans ses clauses, qui ont pu envisager des hypothèses équivalentes à ce que nous vivons actuellement et organisant la réponse qui doit y être apportée. Si le contrat est muet ou s'il n'envisage pas clairement un contexte équivalent au nôtre, alors il faudra procéder à une analyse beaucoup plus poussée. Il faudra notamment tenir compte, dans le cadre de cette analyse, de l'évolution du contexte légal et réglementaire, marqué notamment par l'adoption de la loi du 23 mars 2020, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et qui a habilité le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures relevant de la matière législative par ordonnance. Sur la base de cette loi, de nombreuses ordonnances ont été adoptées, et notamment l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au Code de la commande publique ou des contrats qui n'en relèvent pas. Ce texte est celui qui nous intéressera plus particulièrement. Beaucoup de structures ont diffusé des informations synthétiques permettant d'expliciter les différentes dispositions de ce texte, notamment pour faciliter sa compréhension et sa mise en œuvre. Nous pensons notamment à la direction des affaires juridiques de Bercy, à la direction des achats de l'État ou à la direction des collectivités locales du ministère de l'Intérieur. Nous vous invitons évidemment à consulter ces différents documents. Toutefois, deux précisions doivent être apportées à propos de cette ordonnance. Première précision, d'abord, s'agissant de sa durée d'application, l'article 1er de l'ordonnance précise qu'elle s'applique aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, augmenté d'une durée de 2 mois. En termes beaucoup plus simples, cela signifie que l'état d'urgence ayant été déclaré pour une durée de 2 mois à compter du 24 mars 2020, date de publication de la loi du 23 mars, il va durer normalement jusqu'au 24 mai. Et l'ordonnance s'appliquera donc encore 2 mois après cette date, c'est-à-dire jusqu'au 24 juillet 2020. Cette date pourra naturellement être repoussée en cas de prolongation de la période d'état d'urgence sanitaire. Deuxième précision, s'agissant cette fois de la portée de l'ordonnance sur l'invocabilité de la force majeure, l'ordonnance ne pose pas de présomption de force majeure. Il faut, en tout état de cause, mener une analyse au cas par cas pour vérifier, vis-à-vis de chaque contrat, vis-à-vis de chaque acheteur, vis-à-vis de chaque opérateur économique, que les conditions d'identification de la force majeure sont véritablement remplies. Autrement dit, l'intervention de cette ordonnance ne vaut pas reconnaissance systématique d'une situation de force majeure. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à l'exécution des contrats en cours. Nous laisserons de côté les éléments relatifs à la passation des contrats. Plusieurs dispositions de l'ordonnance permettent de clarifier partiellement la situation. Pourquoi partiellement? Tout simplement parce que certaines formules ou dispositions susciteront nécessairement des interprétations et des discussions. Toutefois, ce texte a le mérite de fixer une ligne de conduite aux acheteurs, permettant ainsi de sécuriser à la fois leurs intérêts et les intérêts des opérateurs économiques. Alors d'abord, envisageons les apports de cette ordonnance au titre de la protection des intérêts de l'acheteur. Une protection qui passera notamment par l'adoption de mesures visant à garantir la continuité des prestations
fournis aux différents acheteurs. Alors les ordonnances vont par exemple prévoir la prolongation de la durée des contrats arrivés à terme pendant la période courant du 12 mars 2020 au 24 juillet 2020. Il s'agit en définitive de faire en sorte que l'acheteur ne se retrouve pas face à un contrat qui arrive à échéance alors qu'il n'a pas eu les moyens, en raison du confinement, de relancer dans des conditions satisfaisantes une procédure de passation pour choisir un nouveau titulaire. Et donc dans cette hypothèse, l'ordonnance permet, c'est notamment ce que prévoit son article 4, premier alinéa, permet de prolonger les contrats en cours. Bien évidemment, le recours à cette faculté doit être motivé, justifié, et il faut impérativement éviter d'utiliser cette faculté pour des raisons qui seraient totalement étrangères à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Deuxième mesure permettant aux collectivités, aux acheteurs de continuer à bénéficier des prestations qu'ils ont commandées dans le cadre de contrats de la commande publique, la possibilité de faire intervenir un tiers pour garantir la poursuite de l'exécution des prestations. Si un titulaire est défaillant, l'article 6, deuxièmement de l'ordonnance, prévoit la possibilité pour l'acheteur de faire intervenir un tiers. Cette intervention pourra se faire en dépit de l'existence de clauses d'exclusivité, et cette intervention, bien évidemment, ne permettra pas au titulaire initial d'engager la responsabilité de l'acheteur, même si normalement il n'aurait pas dû pouvoir faire appel à un tiers. Bien évidemment, et pour être tout à fait complet, le titulaire ne pourra pas davantage se voir imputer le coût de l'intervention de ce tiers. Il ne s'agit en aucun cas d'une intervention aux frais et risques du titulaire. Voilà ce qui pouvait être dit s'agissant de la garantie des intérêts de l'acheteur. S'agissant des intérêts des opérateurs économiques, l'ordonnance adopte également un certain nombre de mesures très symboliques, très importantes, de nature à rassurer les opérateurs économiques, et notamment s'agissant de leurs besoins en trésorerie. 3 situations sont envisageables. Celle de la poursuite de l'exécution du contrat. La crise ne se traduit pas par une impossibilité d'exécuter le contrat, mais éventuellement, dans le pire des cas, la rend plus complexe. Deuxième situation, celle de la suspension du contrat, à la demande notamment de l'acheteur. Et dernière hypothèse, la plus radicale, la résiliation du contrat en raison de la crise sanitaire. Alors si l'on se trouve dans la première situation, c'est-à-dire celle dans laquelle le contrat est encore exécuté, l'ordonnance a prévu la possibilité de modifier le taux de l'avance qui doit être versé aux entreprises, et notamment ce taux pourra aller au-delà de 60% du montant du marché initial. L'ordonnance prévoit également que l'acheteur pourra renoncer à la constitution d'une garantie à première demande, ce qui permettra aux entreprises de garder en trésorerie des sommes qui leur sont sans doute beaucoup plus essentielles pour faire face aux dépenses les plus urgentes. L'ordonnance prévoit également, lorsque le contrat continue à s'exécuter, la possibilité de prolonger les délais d'exécution, c'est ce que prévoit l'article 6 premièrement, notamment lorsque le titulaire n'est pas en capacité de respecter les délais, ce que l'on comprend bien aujourd'hui. Bien évidemment, cette possibilité, là encore, doit être appréciée concrètement. Il faut à chaque fois justifier de véritables difficultés d'exécuter le contrat pour que le titulaire puisse demander, c'est ce que prévoit le texte, il faut que le titulaire demande à pouvoir bénéficier d'une prolongation de délai. Il doit donc la motiver, argumenter, et il faut en outre que cette demande intervienne dans le délai d'exécution contractuelle. Autrement dit, si le contrat est déjà arrivé à son terme, il ne sera plus possible de demander une prolongation du délai. Troisième mesure, pouvant être mobilisée dans le cadre de l'exécution du contrat, l'ordonnance, son article 6, deuxièmement, prévoit une sorte d'immunité du titulaire du contrat qui ne pourra pas se voir appliquer de sanctions contractuelles. Là encore, il ne s'agit pas d'une exonération absolue, totale. Il faudra que le titulaire, ou que l'acheteur en tout cas, établisse que les difficultés rencontrées par l'entreprise font peser sur elle une charge manifestement excessive en lien avec la crise sanitaire, et c'est cette seule circonstance qui permettra
de faire échapper le titulaire à un certain nombre de sanctions. Quatrième mesure contenue dans l'ordonnance pour permettre une exécution du contrat, notamment en matière de concession, même si la jurisprudence permet, de toute manière, la jurisprudence et le code de la commande publique permettent la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision, l'ordonnance le rappelle, sans doute pour faciliter le recours à cette possibilité. Un concessionnaire, lorsqu'il verra ses conditions d'exécution du contrat de concession aggravées, rendues beaucoup plus complexes, il pourra être indemnisé de tous les surcoûts résultant de la poursuite de l'exécution du contrat de concession dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc ce surcoût sera naturellement supporté par l'autorité concédante. Voilà pour la première situation, celle de l'exécution du contrat. Deuxième situation, si le contrat est suspendu. L'acheteur peut très bien décider qu'il n'a plus besoin, durant la crise sanitaire, des services de l'entreprise, du titulaire. Il peut donc décider de suspendre l'exécution du contrat. L'article 6, quatrièmement de l'ordonnance, prévoit que si l'on est dans le cadre d'un contrat, d'un marché notamment à prix forfaitaire, le contrat peut être suspendu, l'exécution du contrat peut être suspendue, mais cette suspension ne concerne pas l'exécution financière du contrat. Cela signifie que même si l'entreprise n'intervient pas, elle doit être payée par l'acheteur dans les conditions initialement fixées par le contrat, et l'ordonnance renvoie à la période post-crise la nécessité pour l'acheteur et pour le titulaire de s'entendre sur des modalités de règlement du marché qui prendront la forme d'un avenant. S'agissant de la suspension des contrats de concession, là encore, l'ordonnance prévoit que pour les contrats de concession, en cas de suspension, le concessionnaire pourra échapper au paiement de toutes les redevances, de toutes les charges qui pesaient sur lui, de manière à lui permettre d'affronter la crise dans les conditions financières les plus satisfaisantes. Troisième et dernière situation, le contrat ne peut pas être exécuté, nous l'avons vu, le contrat peut être suspendu, mais le contrat peut aussi être résilié. Et dans cette hypothèse, l'article 6, troisièmement de l'ordonnance, prévoit que le titulaire, en cas de résiliation, doit être indemnisé des dépenses qu'il a engagées en vue de l'exécution du contrat. Alors évidemment, cela ne s'oppose pas à ce que l'on mette en œuvre les théories classiques relatives à l'indemnisation en cas de résiliation. Si la résiliation intervient pour motif d'intérêt général, seront indemnisées les dépenses utiles à l'acheteur ainsi que les gains, les manques à gagner qui auraient dû être réalisés par le titulaire du contrat. En revanche, si la personne publique arrive à établir que la résiliation intervient en raison de la situation et d'un cas de force majeure, la force majeure caractérisée ne permettra pas l'indemnisation du manque à gagner et limitera cette indemnisation aux seules dépenses utiles à l'acheteur. En résumé, ce texte, cette ordonnance, propose un certain nombre de solutions qui invitent les acheteurs à faire preuve de compréhension à l'égard des opérateurs économiques. Ces solutions s'appliquent à tous les contrats, sauf stipulations contractuelles différentes qui seraient plus favorables au titulaire du contrat. Toutefois, il est évident que leur mise en œuvre sera inévitablement source de questions et de difficultés. Aussi, sachez que durant cette période, toutes les équipes du cabinet Fidal, basées à La Réunion, en Outre-mer ou en métropole, sont sur le pont. Nous restons à vos côtés et à votre écoute. Prenez soin de vous. À très vite.